Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés pour notre table ronde sur l'expatriation. Je me présente très rapidement. Je suis Julia Cantel et je travaille pour EDF au Royaume-Uni et je suis également expatriée depuis l'été 2019. Donc, cette table ronde vous est présentée par l'association Women in Nuclear France, plus particulièrement par le bureau Île-de-France et sur une idée brillante de Larissa et de Samara. Et Larissa sera le modérateur du chat. Pour votre information, pour ceux qui n'étaient pas là juste avant, WIN est une association qui vise à promouvoir l'image du nucléaire et attirer les femmes dans ce secteur. Une petite information, c'est une association qui est ouverte aux femmes, mais également aux hommes. Je tiens à le préciser, donc n'hésitez pas à y adhérer. De nombreuses magnifiques actions y sont réalisées tout au long de l'année. Donc, qui dit webinar, dit speaker. Si je résume cette affiche de speaker, c'est à peu près une quinzaine d'expatriations différentes dans à peu près une dizaine de pays différents. Pour certains, ils viennent de loin, ils ont un décalage horaire. Pour d'autres, ils sont plus près. Et c'est pour moi un immense plaisir de vous les présenter. Donc, je vais commencer par Élise Goiseau, qui est docteur en sciences des organisations, qui travaille en France. Jérôme Baud, qui travaille pour EDF, Taishan Nuclear Power Joint Venture Company en Chine. Amélie Devino, Framatome Advanced UK pour la Grande-Bretagne. Stéphanie Decio, qui travaille pour l'AIEA en Autriche. Nous l'avons voulu interactif, ce webinaire, c'est-à-dire qu'il va s'adapter à vous, cher public, qui prenez le temps d'y participer, et par conséquent, il ne serait pas le même si vous n'étiez pas là. Donc, vous allez voir, tout au long du webinaire, vous allez répondre à des questions qui vont nous permettre d'orienter les réponses et aussi de sonder un peu l'opinion du public. Et vous aurez également l'occasion de choisir 2 thèmes pendant cette table ronde. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Nous allons utiliser un outil qui s'appelle l'outil Klaxoon. Donc, pour ceux qui connaissent et qui ont déjà l'application Klaxoon sur le téléphone portable, Larissa va vous mettre dans la barre de chat Zoom le code d'accès. Donc, Larissa, si tu peux remettre le code d'accès, s'il te plaît. Ah, excusez-moi, je dois inviter les personnes. Admit all. Voilà. Normalement, je viens de récupérer les arrivées. Donc, 2 moyens d'accès, très simple. Vous prenez l'application Klaxoon pour le téléphone portable, ceux qui l'ont. Larissa vient vous mettre le code dans la barre de chat. Et ceux qui ne l'ont pas, vous utilisez le lien Klaxoon que Larissa va vous mettre dans la barre de chat. Donc, je vais vérifier en même temps que vous. OK, sur la barre de chat, on me confirme que ça marche. Donc, vous allez voir, vous arrivez dans un deuxième onglet. C'est très simple. Vous mettez un pseudo, ce que vous voulez, et normalement, vous arrivez sur l'application Klaxoon et je fais le test en même temps que vous. Normalement, on y est. Donc, on va voir si ça marche. Nous allons faire un petit premier test Klaxoon. Allez, je lance une activité. Ceux sur téléphone portable, vous voyez un carré rose, vous cliquez dessus. Et ceux sur le lien Internet, c'est de la même chose. Vous aurez un lien rose, vous cliquez dessus et vous répondez. Alors, je vois qu'il y a 19 connexions alors qu'on est 49 participants. Il doit y avoir… Est-ce que Larissa, tu peux remettre dans le lien, parce que ceux qui viennent d'arriver n'ont pas eu l'information, dans la barre de chat, vous avez le lien Klaxoon. Vous avez juste à cliquer dessus et vous allez arriver sur l'interface qui nous permet de pouvoir interagir ensemble. Allez, on avance, 23 votes. Bon, ça marche, vous commencez à vous connecter. Donc, seriez-vous tenté par une expatriation ? 42% de oui, on va dire 25% déjà en expat, peut-être et non. Et ceux qui sont peut-être, on verra ce que va donner la table ronde. Donc, je vais clôturer l'activité pour avancer. Hop. N'hésite pas, Larissa, à me dire quand des personnes veulent se connecter parce que du coup, je ne vois pas l'interface. Alors, qu'est-ce qui vous attend pendant cet ordre du jour?
Alors, présentation des intervenants, nous y allons y arriver avec le fait de voir est-ce qu'il existe un profil des expatriés. Ensuite, vous choisirez 2 thèmes avec l'application Klaxoon, on y reviendra, et nous aurons une séquence de questions-réponses. Donc, vos micros sont coupés pour éviter les interférences, mais par contre, dans la barre de chat, vous pouvez poser vos questions tout au long de la table ronde et Larissa remontera les questions qui sont venus juste à la fin. Donc, je vous invite vivement à poser vos questions. Juste, Larissa, je veux bien un petit coup de main puisque des participants arrivent au fur et à mesure. Si tu peux leur remettre à chaque fois le lien Klaxoon pour qu'ils puissent voter. Merci. Ok, de temps en temps, je remettrai le lien. Ça marche. Merci beaucoup, Larissa, pour l'aide. Présentation des intervenants. Alors, je vais demander, Amélie, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors donc je suis Amélie Devino. J'ai commencé à travailler pour Areva en 2009 dans le service des essais de démarrage de l'EPR. Je suis par la suite partie première expatriation en Finlande sur l'EPR. J'y ai passé 4 ans. Après ces 4 ans, j'ai enchaîné sur une deuxième expatriation, toujours sur l'EPR, mais en Chine cette fois, et toujours aux essais de démarrage. Ensuite, je suis rentrée en France. J'y ai passé 4 ans à Lyon. Et je viens tout juste de repartir en septembre, toujours sur l'EPR, mais cette fois en Grande-Bretagne, UK. Donc j'ai aussi, d'un point de vue personnel, je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai une petite fille de 7 ans et un petit garçon de 4 ans. Donc en fait, au fur et à mesure de mes expatriations, je suis partie en Finlande célibataire et voilà, aujourd'hui, je suis en famille avec 2 enfants. Merci beaucoup, Amélie. Je vais passer la parole. Jérôme, s'il vous plaît, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci et je suis ravi de vous accueillir ici en Chine, à Taishan. Donc, moi, c'est Jérôme Baud. Je suis chef de projet art et de tranche depuis 1 an et demi sur le PR de Taishan. Juste avant cette première expatriation, j'ai passé 6 mois en Finlande sur le projet OL3 en tant qu'appui pour Areva sur les essais d'ensemble. Et voilà, c'est mes 2 seules expériences d'expatriation. Je suis un pur produit EDF, on va dire. J'ai 46 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Donc ça, c'est important parce que dans la suite des différents thèmes, voilà, la structure, la configuration de la famille est très importante dans la préparation et dans la réalisation de l'expatriation. On verra ça plus tard. J'ai 3 enfants. Donc l'aîné qui a 18 ans, que lui, il est resté en France. Il n'a pas connu l'expatriation. J'ai une fille de 16 ans qui, elle est venue avec nous. Elle a fait une partie de sa scolarité à Shenzhen et maintenant, depuis le mois d'août, elle est à Hong Kong, au lycée international français à Hong Kong. Et mon petit dernier qui a 10 ans, que lui, il est là avec nous. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Et ce que je vous invite à faire côté public également, regardez les similitudes qu'il y a entre les profils et Élise Guazot nous donnera un éclairage juste après. Élise, je vous donne la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Julia, et merci à tous d'être là aujourd'hui. Donc, moi, c'est Élise Guazot. Donc, je suis docteur en sciences de gestion. C'est une thèse que j'ai réalisée en France et en Australie sur l'expatriation. Je me suis intéressée à l'ajustement des expatriés, donc en Australie, ni en Chine, ni en Grande-Bretagne, ni en Finlande. Mais ça a été très intéressant et cette étude est un peu partie d'un premier coup de cœur, d'un premier voyage pour l'Australie qui s'est à gauche, c'était moi quand j'avais 22-23 ans. Je suis retournée pour mon master de recherche, la photo du milieu, donc en 2015 pour faire une première étude sur l'expatriation. Et ensuite, je suis retournée 1 an et demi pour ma thèse où je me suis fait des très bonnes amies australiennes, donc à droite. C'était le jour de mon départ d'Australie. Donc, c'est ce qui m'a aussi amenée à étudier l'expatriation parce que j'ai moi-même été expatriée. Merci beaucoup, Élise. Stéphanie, je vous laisse la parole, côté Autriche. Bonjour à tous, merci également pour cette invitation. Alors moi, ma
première expérience de l'expatriation a été, on va dire, toute jeune, toute bébé. C'était à Rome, en Italie, pendant 6 ans. Donc, c'est le premier pays que j'ai vraiment connu avant de rentrer en France. Et donc, ce n'était pas une expatriation choisie, ce n'était pas moi qui avais décidé. Et bon, ma première vraie expatriation, ça a été lors de mon stage de fin d'études aux États-Unis pendant 6 mois. Je n'avais pas choisi spécialement le pays, il ne m'attirait pas spécialement, c'était plus pour le sujet du stage. Mais je suis tombée aussi amoureuse du pays, donc j'ai décidé d'y retourner après ma thèse. Et donc, j'ai fait un postdoc à Chicago pendant quasiment 2 ans. Donc, j'étais partie avec mon compagnon de l'époque, qui est devenu mon mari plus tard. Donc, on a eu de la chance de trouver tous les deux un contrat dans le même laboratoire. Donc, ensuite, on est rentré en France. Et donc, fin 2017, en fait, mon mari a eu une opportunité à l'AIEA en Autriche. Et j'ai décidé de le suivre parce que le timing était parfait. Je venais juste, j'étais en congé maternité. Et donc, j'ai pensé que ça serait un bon moment pour prendre un congé parental longue durée. Donc, on a bougé en Autriche, on est arrivé là en 2018 et donc j'ai postulé à l'AIEA moi aussi en 2020 et j'ai obtenu un poste d'inspecteur des garanties nucléaires. Donc, ça fait 1 an que je travaille maintenant également à l'AIEA en Autriche. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie. Maintenant, Élise, je vais vous donner la parole pour nous dire un peu ce qu'il existe en fait d'un point de vue littérature scientifique sur le sujet des expatriés, des profils des expatriés, puisque finalement, nous sommes étudiés. Donc, c'est intéressant d'avoir votre retour là-dessus. J'arrête le partage, comme ça, vous pouvez... Alors, les profils d'expatriés. Donc déjà, je vais rapidement définir ce qu'est l'expatriation, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas trop. Mais globalement, l'expatriation, c'est partir dans le cadre d'un travail légal à l'étranger, c'est un mouvement lié à la carrière, pour une durée en général déterminée, c'est-à-dire qu'on cesse un peu d'être expatrié quand on acquiert la nationalité du pays. Où là, on devient plutôt un migrant de long terme, voire finalement après un citoyen du pays. Donc voilà. Il faut savoir qu'il y a un peu deux grands types d'expatriation, c'est-à-dire un peu dans votre cas, sauf pour le cas de Stéphanie du coup, mais pour le cas des personnes chez EDF, on est envoyé par l'organisation. Et sinon, il y a ce qu'on va appeler les expatriés, alors c'est pas très joli, c'est une traduction de l'anglais, mais auto-initiés, c'est-à-dire qu'on va un peu partir de soi-même et on va chercher un travail dans le pays d'accueil. Donc ça, on rencontre un peu des challenges un peu différents en fonction du type d'expatrié qu'on est. Et très souvent, en fait, le terme expatrié va être utilisé pour parler des individus qui partent d'économies développées. Bien que finalement, c'est aussi un terme qu'on peut utiliser pour des personnes, je ne sais pas, qui vont partir d'Inde pour aller en France. Donc l'expatriation, c'est vraiment partir dans le cadre d'un travail légal sur le long terme. Dans la littérature, plus récemment, on s'est intéressé à différents types d'expatriés qui rencontraient des... Là, je vais parler de grandes catégories qui vont rencontrer des challenges un peu différents dans l'expatriation. Est-ce que je fais partie de la communauté LGBT? Parce qu'en fonction de, je suis gay, je suis lesbienne, je pars à l'étranger, en fonction du pays dans lequel je vais aller, je vais rencontrer des problématiques un peu différentes. Il y a ce qu'on appelle les impatriés. C'est par exemple EDF, c'est en France. Je viens de Chine, je viens au siège français. J'ai des problématiques aussi un peu particulières qui vont exister. Il y a eu beaucoup de littérature sur les femmes expats, un tout petit peu qui arrive sur les millennials. Et puis à côté, donc c'est un peu moins les expatriés, mais il y a une littérature qui s'intéresse aux expatriations de court terme, ou ce qu'on appelle les international business travelers, donc ceux qui voyagent tout le temps un peu à gauche à droite. Ou alors après à certaines professions très spécifiques comme le sport, les militaires, les missionnaires religieux, l'humanitaire, etc. Mais pour parler un peu plus des profils qu'on pourrait retrouver dans toutes ces différentes catégories, moi, il y a un chercheur que j'aime bien qui s'appelle Philippe Pierre. Donc, son étude, elle date de 2004, donc c'était il y a presque 20 ans. Mais lui, il a montré que lorsqu'on allait à l'étranger, on vient avec notre bagage culturel et on va un peu réagir de façon différente dans le pays d'accueil. Lui, il s'est concentré sur une organisation qu'utilisaient beaucoup les expatriés. Il me semble que c'était une organisation pétrolière. Et il a vu donc 5 profils types: les conservateurs, les défensifs, les opportunistes, les transnationaux et les convertis. J'essaie de pas prendre trop de temps pour décrire tous ces profils. Mais globalement, vous allez avoir les conservateurs. Donc, en général, ce sont des personnes qui vont peut-être un peu minimiser leur engagement
social et affectif avec les membres du pays d'accueil. C'est-à-dire qu'on va un peu rester campé sur sa culture, on va essayer vraiment de conserver cet ancrage culturel. Très souvent, on va retrouver ça chez des individus qui peuvent éventuellement subir du racisme quand ils vont dans un autre pays et du coup qui se replient un peu sur leur culture d'origine. Il y a les défensifs, donc ça, c'est ceux qui vont aller à l'étranger et qui vraiment vont cultiver leurs différences. Il y avait par exemple, ce témoignage assez intéressant de cet expatrié américain qui va à Paris et qui fait « c'est génial, je suis l'Américain à Paris, tout le monde me donne ce côté un peu exotique. Quand je suis aux États-Unis, je suis qu'un Américain parmi les Américains. » Donc, c'est un peu revendiqué. Donc, il y a peut-être comment dire, un peu un statut plus dominant. C'est souvent quelqu'un qui va être un cadre à potentiel dans l'organisation. Et en fait, il fait l'expérience du stigmate. Il sait qu'il est quelqu'un d'autre dans l'organisation, mais cependant, c'est accepté et il cultive cette différence. Les opportunistes, donc là, ça va être des plus jeunes, c'est ceux qui vont vraiment profiter de l'expatriation pour monter dans les échelons de l'organisation. Donc, c'est vraiment cette recherche un peu de la nouveauté, du sentiment de nouveauté, vraiment un profil très adaptable. Il y a les transnationaux. Eux, finalement, on va avoir là des individus qui vont vous dire, vous allez peut-être retrouver ça pour vous qui êtes en expatriation, ces gens qui vous disent, moi je ne m'attache pas à la culture, je m'attache aux individus. Le passeport, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment des individus qui ont toujours eu l'habitude de voyager. On peut penser à ces personnes qui ont été dans un lycée français à l'étranger. Ce sera peut-être le cas de vos enfants, Jérôme, plus tard, même de vous tous en fait, qui ont tout le temps voyagé un peu à gauche, à droite. Et finalement, aller à l'étranger, ce n'est pas un déracinement, c'est normal, ça fait partie de l'identité de la personne. Et enfin, il y a les convertis. Et eux, c'est un peu ceux qui renoncent à la culture d'origine, qui vont un peu construire cette identité. Et souvent, c'est lorsqu'il y a un peu un rejet, quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé dans le pays d'origine. Par exemple, quelqu'un qui a subi une dépression, un burn-out, qui n'a pas été forcément bien traité. On retrouve ça dans l'organisation française. C'était pas bien, là, je me suis épanouie. Et donc, on découvre l'autre pays comme... Voilà, on peut se reconstruire une nouvelle identité dans le pays d'accueil. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Pas du tout, c'était passionnant. Merci beaucoup, Élise. Et je ne savais pas qu'il y avait 5 types comme ça d'expatriés, enfin, de profils d'expatriés. Merci beaucoup, c'était vraiment, vraiment très intéressant et ça fait aussi écho à ce qu'on a entendu avec justement le fait d'avoir fait plusieurs expatriations. Également, certains ont commencé jeunes et finalement continuent maintenant. Certains ont commencé en études et puis continuent maintenant. Enfin, merci beaucoup. Ce qu'on va faire maintenant, nous allons passer au thème numéro 2. Thème numéro 2, c'est très simple, c'est vous, public, qui allez avoir la main. Larissa, est-ce que tu peux remettre, s'il te plaît, dans la barre de chat, le lien Klaxoon. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous cliquez sur le lien Klaxoon, vous mettez votre pseudo et vous allez pouvoir voter avec nous. Donc, vous allez avoir le choix entre 5 sujets. Premier sujet, les apports et les difficultés d'une expatriation. Deuxième sujet, comment concilier vie professionnelle et vie personnelle lorsque nous sommes en expatriation. Troisième sujet, les interactions interculturelles au travail et en dehors. Typiquement, ça va être ce qui nous différencie. Typiquement en Angleterre, si on vous fait une présentation et qu'on vous dit « It was interesting », en France, ça passerait bien. En Angleterre, c'est qu'on était un peu à côté de la plaque, il va falloir repasser. Voilà, c'est plutôt ça, les interactions interculturelles. Quatrième sujet, il est simple, l'expatriation durant le Covid. Cinquième sujet, les différentes phases d'une expatriation, avant, pendant, après, puisque dans une expatriation, vous allez passer par des moments de joie, des moments de doute, des moments, enfin, différents moments. C'est ce que l'on appelle dans la littérature du coup des expatriés, les phases d'une expatriation. Je lance l'activité Klaxoon. Vous allez pouvoir donc faire vos choix en cliquant sur la boîte verte. Participer, voilà, je le fais en même temps que vous pour tester. Nous avons 36 participants connectés alors qu'on a 51 participants en ligne. Je vous invite à cliquer dans la barre de chat pour vous connecter au Klaxoon. Allez-y, les derniers, faites vos choix. Je vais clôturer.
Allez, dans 3 secondes, je clôture. 3. Voilà, je vais clôturer de suite. Alors, qu'est-ce qui ressort en premier? Eh bien, nous allons, d'accord, aborder les différentes phases d'une expatriation. Donc, avant, pendant, après. Et je regarde ce qui passe en dernier. C'était l'expatriation durant le Covid. Merci. Donc là, je vais me rendre au sujet numéro 5. Hop. Et vous allez voir que c'est très différent également d'une personne à l'autre. Donc, pour entrer dans ce sujet, les différentes phases d'une expatriation, vous allez vous mettre à notre place et nous allons vous poser la question suivante. Je lance l'activité sur la boîte verte. C'est-à-dire que si vous étiez en expatriation, essayez de vous projeter si vous n'y êtes pas. Selon vous, quelle serait la phase la plus compliquée de l'expérience d'expatriation? Vous faites un seul choix. La préparation, c'est-à-dire avant d'arriver en expat. Les premiers mois quand on arrive en expatriation, après 6 mois jusqu'à peu près 2 ans, après 2 ans quand vous êtes bien installé, ou alors ce qui est très difficile, potentiellement, serait le retour de l'expatriation. Je vous laisse 10 secondes hein, et je vais clôturer. Je vote en même temps. Allez, 3 secondes, je clôture. Faites vos choix. C'est un peu comme à la bourse. Ne plus attendre. Et c'est parti, je clôture. Ah bah alors là, ok. C'est 30%, 30%. Donc, côté public, vous pensez 30% les premiers mois, 30% le retour d'une expatriation. Et ce que je voudrais voir, c'est ce qui arrive en dernier. Après 2 ans, d'accord, quand nous sommes bien installés, donc les premiers mois après le retour, après l'arrivée, je veux dire, et le retour de l'expatriation. Élise, vous gardez ces résultats en tête et nous en reparlerons juste après. Je clôture l'activité, hop, et je continue. Alors, sur ce thème, nous avons vu du coup les différentes opinions du public. Et maintenant, je vais passer la parole aux différents intervenants. Et là-dessus, Jérôme, Stéphanie, Amélie, ce que je vais vous demander, c'est lors de vos différentes expatriations, puisque vous en avez vécu plusieurs, avez-vous identifié des phases ou des périodes plus ou moins faciles ou difficiles lors de votre expatriation et aussi si c'était les mêmes d'un pays à l'autre? Donc, Jérôme, je vous donne la parole. Allez, je vais lancer le débat. Personnellement, la phase la plus difficile, on va dire, ça a été la préparation, parce que la composition de ma famille a fait que, est-ce que je prends le bon choix? Est-ce que je prends la bonne décision pour ma famille, pour ma femme? Parce que ma femme, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais elle avait sa propre entreprise de photographie. Donc voilà, c'était un choix très important, mais qui me concernait, mais qui concernait mon entourage très proche. Donc ça a été un long parcours. Je parle pour l'instant pour l'expatriation en Chine. Ça a été une grosse préparation en amont. Quand je dis grosse, c'était 2 ans avant. Est-ce que la famille est prête pour partir, oui ou non? Parce que quand on lance la machine à EDF, je prends mon exemple à EDF, c'est très compliqué de l'arrêter après un moment, donc il ne faut pas revenir. Donc quand on décide de se porter volontaire pour partir, il faut être sûr derrière. Donc sachant que moi j'avais des enfants adolescents, préadolescents, et bon, le dernier plus petit, il suit ses parents, mais il fallait, voilà. Donc la préparation, ça a été pas compliqué, mais il fallait bien se préparer. Et là, maintenant, je vois que le fait de s'être bien préparé, maintenant, on peut affronter les différentes difficultés qu'on rencontre, notamment à cause de la crise sanitaire que l'on vit toujours ici en Chine. Ensuite, bien sûr, il y a pendant l'expatriation, parce que la culture est complètement différente entre un Français et un Chinois. Donc, il faut s'adapter. Donc, aussi la préparation, je reviens sur la préparation. Personnellement, j'ai beaucoup lu d'ouvrages. Je me suis aussi beaucoup renseigné entre guillemets, des anciens d'EDF qui ont connu ce monde, cette expatriation en Chine. Et ça me sert énormément parce que voilà, la culture est complètement différente.
tu disais en réunion tout à l'heure, voilà, c'est exactement ça. Un Chinois qui dit oui, oui, ça ne veut pas forcément dire oui. donc oui, c'est des moments compliqués, mais en fait, voilà, il faut savoir pourquoi on est là. Et comme je disais, en fait, il y a des difficultés, mais en fait, il faut savoir, il y a toujours une solution, en fait. Il y a toujours une solution. Il faut se poser. Nous, la chance qu'on a, c'est que dans la famille, on discute énormément, donc on fait beaucoup de conseils de famille. Ça permet de prendre des décisions. À chaque fois, je dis, il y a toujours un problème, on trouve toujours une solution. Et niveau travail, c'est la même chose. Il y a des jours où on a l'impression d'avoir gravi l'Everest, et il y a d'autres jours où on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Mais en fait, c'est pas grave. Demain, ça ira mieux, et voilà. Donc, en fait, il y a différentes phases. Moi, ça fait qu'1 an et demi que je suis là. Donc, la phase des 2 ans, je n'ai pas encore passé. Mais je n'ai pas besoin d'attendre les 2 ans. On voit que c'est montagne russe. Je vais bien, je ne vais pas bien. Mais en fait, voilà, on sait pourquoi on est là. On sait pourquoi on travaille. Quel est notre but. Et voilà. Et après, ben, c'est que du bonheur. Donc, voilà. Je ne veux pas être trop long. J'essaye de minimiser le temps de parole parce que je sais que derrière, Amélie et Stéphanie, elles aussi ont des Merci beaucoup, Jérôme. Non, c'était passionnant de vous écouter. Merci beaucoup. Du coup, je vais passer la parole à Stéphanie, s'il vous plaît. Oui, alors moi, c'est l'inverse de Jérôme, j'ai envie de dire, parce que la phase de préparation a été la plus facile. À chaque fois, je savais que je voulais partir, que ce soit pour les 2 premières expériences aux États-Unis. J'étais super motivée. Enfin, voilà, donc je voulais partir. Pas forcément aux États-Unis pour la première, mais je voulais partir. Et la deuxième fois, je voulais partir aux États-Unis. Donc, je connaissais déjà le pays, c'était facile de se préparer. La culture n'est pas non plus totalement différente, donc pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Et pour l'Autriche, effectivement, on venait juste d'avoir un bébé. Mais moi, j'ai plutôt vu ça comme une opportunité. Et bon, c'est un bébé, donc c'est facile de la bouger d'un endroit à l'autre sans qu'elle se plaigne trop, on va dire. Donc la décision a été facile à prendre. Pour moi, la phase la plus difficile, ça a été le retour des 2 premières expatriations, au final. Je pense que ça a été trop court à chaque fois, 6 mois et 22 mois pour quitter la période lune de miel. Donc moi, j'étais toujours, ouh, c'est trop bien, je suis expatriée, je suis contente. Et, et donc, quand on est revenu de l'expatriation de Chicago, on est revenu parce que mon mari, justement, je pense que lui, il était dans la phase en bas, au creux de la vague, et donc il a voulu rentrer en France. Donc, on est rentré en France. Et moi, c'est le retour en France que j'ai trouvé difficile. Tout ce que je voyais me rappelait les États-Unis. Donc, il y a beaucoup de gens avec des casquettes des Chicago Bulls dans le métro. Donc, à chaque fois que je voyais une casquette des Chicago Bulls, je me disais, oh, ça me manque, j'ai envie d'y retourner. Donc, tous les jours, j'avais des petits signes qui me disaient, ah, les US, les US. Et bon, c'est passé au bout de plusieurs mois, mais c'est vrai que pour moi, ça a été la phase la plus difficile. Là, maintenant, pour l'Autriche, je suis toujours dans ma phase lune de miel. J'adore le pays, je suis contente, tout va bien. Bon, on va voir si. J'ai passé la période des 2 ans, je suis bien installée, on est content, tout va bien. Donc, on va voir parce que comme c'est des contrats temporaires qu'on a, et il est possible qu'on retourne en France à l'issue des contrats, et il y aura peut-être de nouveau la phase de retour d'expatriation qui ne se passera pas très bien. Mais bon, ça, je ne peux pas savoir encore. Merci beaucoup, Stéphanie. Élie, ce sera intéressant aussi un petit mot si on arrive à dire justement, est-ce que plus on fait d'expatriation, est-ce que plus les phases, on les remonte plus ou moins vite? Juste un petit mot là-dessus avec ce que j'entends. Amélie, je vous passe la parole, s'il vous plaît. Oui, alors, donc en fait, tout dépend, parce que du coup, j'ai fait 3 expatriations, plus je fais aussi de l'expatriation pendant mes études. En fait, tout dépend de l'environnement personnel et professionnel à chaque fois qu'on part aussi, je pense. Comme je disais, ma première expatriation en Finlande, j'étais célibataire, donc c'était ma décision toute seule. J'étais sûre de moi. J'ai pas eu vraiment, enfin, j'avais pas vraiment d'attache. Évidemment, j'ai ma famille en France, mais je savais que je pouvais rentrer. Donc, j'ai pas eu de soucis. Après, il faut savoir que je faisais quand même ça pour l'intérêt du poste aussi. Donc, ce qui était peut-être plus difficile là pour le coup, c'était ma première expérience sur chantier. Donc, c'était plus l'expérience professionnelle peut-être qui était un peu dure plutôt que le fait que ce soit en expatriation. Enfin, voilà. Après, la Chine, ça commence à se compliquer parce que là, on part en famille. Je viens d'accoucher, j'ai un petit bébé de 2 mois. Je dois reprendre le boulot fin de congé maternité. Donc là, je me suis posé
on se pose beaucoup de questions. Comment ça va se passer si mon bébé est malade, comment je vais avoir accès plein de choses. Et la nounou, je parle pas chinois, donc voilà. Donc là, il y avait de l'appréhension. Je suis arrivée, finalement, et ben ça s'est fait, ça s'est très bien fait. Après, moi, j'ai jamais eu trop de phases. Enfin, généralement, quand je prends une décision, une fois qu'elle est prise, elle est prise. Donc voilà, je regrette pas, ça sert à rien, il faut avancer. Donc, ça s'est très bien passé. Et puis, alors là, pour l'Angleterre, ça se complique encore un peu plus parce que maintenant, les enfants, ils sont plus grands. Il y en a 2. Et donc, bon, il faut savoir que mon mari a toujours eu des opportunités professionnelles. Donc, on travaille tous les 2. Donc, ça s'est plutôt bien goupillé. Après, pour les enfants, là, l'Angleterre, en fait, les enfants ne savaient pas à quoi s'attendre. Donc, ils étaient très contents de partir. Seulement, arrivé ici, ils ne parlent pas la langue. Il faut s'intégrer dans une école anglaise. Alors, moi, je savais à quoi m'attendre, mais eux ne savaient pas. Et là, c'est plutôt ce côté personnel qui est difficile, je trouve. Voilà, c'est pas trop moi, parce que je sais pourquoi je fais ça et je sais pourquoi je l'ai fait. Mais voilà, c'est l'environnement et les personnes. Quelque part, mes enfants n'avaient rien demandé et on leur impose un peu ça. Donc, j'espère qu'au final, ils vont en profiter. Enfin, là, ça va mieux, mais c'est vrai que ça a été difficile au début. Puis, en plus, il y avait le contexte Covid. On est en Angleterre, mais on a l'impression d'être aussi loin que si on était en Australie, puisqu'on ne peut pas rentrer. Donc, il y a aussi qu'on ne peut pas se dire, ah bah tiens, j'ai un petit coup de blues, je vais rentrer voir ma famille bientôt. Et en fait, bon, voilà. Donc, ça a été un petit peu dur, là, effectivement, pour l'Angleterre. Mais voilà. Donc, bon, en résumé, voilà, pour moi, j'ai pris la décision. Je n'ai pas connu vraiment de grosses périodes de déprime. Après, c'est plus l'environnement familial. Merci beaucoup, Amélie. Élise, je vais vous passer la parole. On se fixe 3-4 minutes pour pouvoir passer au thème suivant. Ok. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce que vous avez entendu? Alors, il y a un truc qui est flagrant, mais du coup, peut-être que ce sera pour le deuxième thème sur la famille, parce que c'est revenu dans tous les discours. Je vous parle d'abord de la théorie, et vous allez voir, bref, je vais d'abord parler de la théorie. En fait, il y a un monsieur qui s'appelle Lisgard, et en 1956, il a été étudié le cas d'étudiants norvégiens qui partaient aux États-Unis. Et c'est là où peut-être que les expatriés en entendent souvent parler. Il a mis en place la courbe en U, c'est-à-dire qu'au début, la nouveauté, c'est génial, tout nous paraît absolument fantastique. C'est ce qui arrivait à certains d'entre vous ont parlé de lune de miel. Après, en fait, et c'est là où, d'après lui, la période la plus compliquée, c'est de 6 mois à 2 ans, parce que c'est le choc où, en fait, l'aspect un peu magique s'en va et on se rend compte que finalement, les interactions, c'est pas si facile que ça. Et même parfois, pour des Américains qui partaient en Australie, ils pensaient que ça allait être pareil, mais ils se sont dit, en fait, non, c'est pas trop pareil. Ensuite, on s'adapte et à la fin, il y a la maîtrise, c'est-à-dire qu'on maîtrise bien les codes et on sait avancer. Ça a été bien sûr critiqué parce que là, on l'a vu à travers tous les discours, ça dépend énormément du contexte. Ça dépend beaucoup du contexte. Il faut savoir que maintenant, aujourd'hui, il y a aussi la courbe en J, la courbe en W. Enfin, tout le monde essaie de théoriser, mais c'est beaucoup trop compliqué. En fait, ça va dépendre du travail. J'ai eu par exemple les expatriés que j'ai moi étudiés, ils avaient un travail qui était très difficile. Ils sont rentrés dans le dur. Ils se sont dit l'Australie c'est génial, ça va être génial. Et en fait, ils sont rentrés dans le dur. Et je crois que c'était Amélie qui disait ça. C'est plus le travail plus que la nouvelle culture. Parce que finalement, j'ai même pas le temps de faire des connaissances, j'ai même pas le temps de profiter du pays. Le travail est trop dur et je me sens un peu isolée en fait. Il y en a certains qui vont avoir la lune de miel, mais après, il y a l'environnement familial qui arrive. Le conjoint ou la conjointe peut être dans une phase de déprime. C'est arrivé à certains des employés avec qui j'ai discuté. Donc, c'est vraiment un travail de long terme. Et j'aime bien ce terme de Jérôme de montagne russe. Parce que c'est vraiment ça. Il y avait cette Américaine qui me disait, mais il y a des fois, j'adore l'Australie et par moments, j'en peux plus. Et elle a utilisé le terme, je me sens un peu schizophrène en fait. Et c'était vraiment, je sais pas si c'est une très bonne utilisation du terme, mais bon. Et puis après, le retour, et ça, j'ai bien aimé ce qu'a dit Stéphanie sur le retour, c'est que c'est vécu différemment par chacun.
où en fait, on a vécu plein de choses et finalement, le retour à la maison, la maison peut perdre un peu de sa saveur. Tout était magique et là, on retourne à un espèce d'état de nous avant. Et ça peut être un peu compliqué, mais au contraire, en fait, pour les personnes qui peuvent ne pas forcément bien vivre l'expatriation, le retour peut être aussi salvateur. Je vais même donner mon cas personnel. J'ai eu du coup 3 allers-retours avec l'Australie, la lune de miel au début, puis après, bon, c'était pour faire finir ma thèse, c'était plus compliqué. J'étais assez contente de rentrer en France. Donc, c'est aussi intéressant de voir qu'en fonction du contexte, en fonction c'est ça, de la famille. La famille, on va le voir, c'est l'élément le plus important c'est la première cause en fait de l'échec d'une expatriation. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des phases qui ont été théorisées, mais que finalement, à travers l'expérience de chacun de vous, c'est assez parlant, ça dépend véritablement du contexte. Voilà. Merci beaucoup, Élise. Maintenant, nous allons passer au 3e thème. Regardez vos smartphones ou le lien Internet, puisque je viens de lancer une activité. Donc, vous choisissez bien évidemment entre les 4 thèmes que nous n'avons pas abordés. N'allez pas revoter pour les différentes phases d'une expatriation. Je vous laisse quelques secondes pour choisir entre le thème 1, 2, 3 ou 4. Allez, je clôture dans 5 secondes. Hop, quelques secondes et là, je vais clôturer. Appuyez bien sur « Admit » pour être sûr de valider votre choix. C'est parti. Allez. Alors, comment concilier vie personnelle et vie professionnelle? Ça marche. Nous allons partir sur ce 2e thème. Alors, pour ce faire, le même principe, essayez de vous mettre à notre place. Et ce qu'on vous demande pour ce 2e thème, si je devais partir en expatriation, ce serait tout seul, en famille, en couple, avec des amis. Allez-y, je vous laisse quelques secondes, c'est rapide. Et cela nous aidera à orienter les discussions et aidera le docteur Guazot pour apporter un éclairage scientifique. Alors, les tout seuls, ça monte un tout petit peu. Je vais clôturer. Alors, juste Élise, qu'on peut voir, c'est majoritairement en famille, quelques-uns en couple, 8% tout seul, 8% avec des amis. Ça marche. Merci beaucoup. Et là, pour ce faire, je vais donc arrêter mon partage d'écran, repasser sur les visages. Et ce que je vais demander du coup à Stéphanie, Amélie et Jérôme, c'est comment avez-vous réussi finalement à concilier vos vies professionnelles et vos vies personnelles pendant toutes ces expatriations? Alors, Stéphanie, je vais vous laisser commencer et ensuite, Élise, nous vous redonnerons la parole et on ira un tout petit peu plus vite que la fois d'avant pour laisser la place aux séquences questions-réponses. Allez-y, Stéphanie. D'accord. Alors, pour mon expatriation à Chicago, en fait, je savais que je voulais absolument retourner aux États-Unis après ma thèse, suite à mon stage de fin d'études. Et en fait, disons que j'étais en couple depuis peu. Et ça va paraître très égoïste, mais je ne voulais pas changer mes plans que j'avais fait dans ma tête depuis plusieurs années pour une relation qui était naissante. Donc, en fait, j'avais dit à mon compagnon, bah, écoute, moi, je pars aux USA, je fais mon postdoc, tu fais ce que tu veux, tu viens avec moi si tu veux, ou sinon, bah, voilà quoi. Je n'ai pas trop laissé le choix, en fait. Donc, il a postulé aussi, il a eu de la chance, il a trouvé au même endroit que moi. Donc, on est partis tous les deux. Bon, ça s'est très bien passé. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que lui, il a eu sa phase de déprime au bout de 2 ans, parce que ce n'était pas lui qui l'avait vraiment choisi. Donc, quand il a voulu rentrer, bah, j'ai dit, OK, on rentre, pas de souci. Donc, on est rentrés en France tous les deux. Et c'est lui, en fait, de lui-même qui a postulé pour ce poste à l'AIEA, sans me le dire. Donc, c'était la surprise. Et quand il a été accepté, il était hésitant de nouveau. Et là, j'ai dit, bah non, c'est une opportunité en or. Donc, moi, je n'ai pas de problème à mettre ma carrière en pause pour un moment, prendre un congé parental.
Et donc, on est partis tous les deux. Donc moi, j'étais très contente de m'occuper de ma fille pendant 2 ans et bon, j'ai eu de la chance, j'ai obtenu un poste également, mais je pense que si j'avais pas eu de poste, j'aurais continué, cherché une autre opportunité. Enfin, ça me faisait pas peur en fait de devoir éventuellement mettre un terme à mon congé parental et trouver autre chose. Mais oui, voilà, on va dire que à chaque fois, on a fait des concessions. Bon, lui, au début, il m'a suivi. Après, moi, je l'ai suivi quand on a voulu rentrer en France. Là, pour l'Autriche, bon, bah, ça s'est bien passé. Le timing était bon. Effectivement, je pense que c'est important quand même de faire alors d'en discuter beaucoup, de faire des concessions et puis de se tenir au courant des opportunités parce que peut-être le conjoint n'a pas envie d'arrêter de travailler enfin, il faut vraiment, je pense, être ouvert à tout ce qui peut se passer. Moi, j'étais même prête éventuellement à prendre un poste en tant qu'enseignante, s'il fallait rester en Autriche, parce que voilà, enfin, j'étais prête à changer ma carrière s'il le fallait pour poursuivre mon mari pour cette opportunité. Bon, ça s'est très bien goupillé pour nous deux, mais voilà, je pense qu'il faut vraiment être ouvert si on veut arriver à concilier une expatriation en famille. Moi, le problème des enfants, c'est pas posé puisque j'avais un bébé de quelques mois, donc elle ne s'est pas plainte de bouger. Donc, ça, c'était un non-sujet pour moi. Au contraire, c'est une opportunité fantastique parce que j'espère qu'elle sera bilingue français-allemand, contrairement à moi. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie. Jérôme, je vous laisse la parole sur le sujet. Oui, alors je vais commencer par ma première expérience qui a été courte, mais très bonne, à OL3 en Finlande. Là, la particularité, c'est que je suis parti tout seul. J'étais ce qu'on appelle un célibataire géographique. Je suis parti début mars. Et là, c'était impossible pour ma femme et mes enfants de me suivre parce que là, c'était la fin de la scolarité. Ma femme avait son entreprise. Donc, on a décidé de faire ce choix. Donc, je rentrais une fois toutes les 4-5 semaines, on va dire. Donc, 6 mois, c'est très bien. Pas plus. Voilà. C'était niveau travail, franchement, je me suis régalé là-bas. C'était une expérience très, très riche parce que énormément de nationalités et tout ça, donc beaucoup d'échanges. Donc, vraiment très, très enrichissant, que ce soit professionnel et aussi culturellement. Mais par contre, niveau familial, c'était assez compliqué parce que, bon, voilà, revenir toutes les 5-6 semaines. Voilà. Donc, et nous, là-bas, l'expatriation, c'était en famille et pas seul. Donc, ensuite, après, il y a eu l'expatriation côté Chine, en fait, on va dire. Et là, en fait, ça a été le choix, comme je disais avant, ça a été compliqué, pas compliqué parce qu'on a tout le temps voulu partir, mais il faut dire, allez, on part. Et donc, ma femme a dû arrêter son entreprise, les enfants. Donc, et là, il faut qu'on concilie la vie personnelle, mais la vie personnelle en Chine, à Hong Kong et en France, dans la Drôme pour mon fils. Donc voilà, les membres, on est un peu éparpillés dans le monde. Donc en fait, voilà, quotidiennement, régulièrement, il faut prendre des nouvelles, il faut régler les problèmes quotidiens. Donc voilà, c'est la chance d'avoir une famille solide et solidaire qui permet d'aider notre fils, même qu'il soit autonome, il a un caractère qui fait que on avait décidé de le laisser en France, parce que voilà, il est très autonome, mais bon, heureusement qu'il y a sa famille très proche, notamment mes parents qui sont à côté, voilà, qui l'aident, et ma fille qui est à Hong Kong, qui est toute seule, et que là, ça a été très compliqué pour nous, tout simplement à cause du Covid, parce qu'elle est en famille d'accueil, et en moins de 6 mois, elle a dû changer 3 fois de famille d'accueil. Parce qu'en théorie, un enfant qui est à Hong Kong revient tous les week-ends chez nous, ici à Taishan, pour voir ses parents, comme si on est à 130 km. Mais là, ce n'est pas possible, les frontières sont fermées. Donc, il a fallu gérer ça. C'était très compliqué, on a passé des nuits blanches, mais comme je disais tout à l'heure, chaque problème a des solutions, donc on est arrivé. On s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on continue dans ces conditions ou pas? Mais voilà, les conseils de famille ont fait que le choix a fait qu'on poursuit parce que c'est OK, il y a des difficultés, mais il y a beaucoup de choses très positives à côté, notamment pour ma fille qui est à Hong Kong, elle vit des choses que beaucoup aimeraient vivre. Et donc voilà, comme elle dit souvent, voilà, on a des difficultés, mais bon, des fois, ça vaut le coup de les affronter et de poursuivre. Et voilà, après moi, côté ici, c'est que du bonheur parce qu'en fait,
moi, je suis côté exploitant, parce que côté Amélie, elle, c'était la construction d'une centrale. Moi, je suis exploitant. Je viens après Amélie, en fait. Donc, moi, je suis ici à Taishan, en fait, je suis comme si j'étais sur une centrale nucléaire en France, en fait. Donc, on retrouve le même rythme. Et l'avantage, c'est on habite sur une base vie qui est à 4 km de la centrale. Donc, les midis, parce qu'ici en Chine, la sieste est sacrée, c'est quelque chose de sacré. Donc, entre midi et deux, il vaut mieux pas aller travailler, hein, on vous fait comprendre. Donc, en fait, ça permet de passer du temps avec ma femme et mon fils qui sont sur place. Voilà. Donc, on arrive vraiment à concilier, mais la particularité des choses, c'est ben voilà, on pense à Hong Kong, on pense en France. Donc voilà, les nuits sont longues et le décalage horaire aussi aide pas forcément les discussions. Des fois, on se couche très tard pour arriver à gérer tout ça, quoi. Mais voilà ce que je peux dire rapidement sur ça et aussi sur l'expatriation. Si je me permets de prendre 30 secondes de plus. 30 secondes. Voilà, le fait qu'on soit là aussi, c'est que c'était un moment très dur parce que ma femme, elle avait sa propre entreprise, dire arrêter tout ça. Mais voilà, c'est vraiment un choix familial. C'est un socle solide qu'on a construit depuis plusieurs années en amont de l'expatriation qui permet de maintenant d'être épanoui. Parce que même qu'on soit éloigné, mon fils qui est en France, ben, il est content, hein, adolescent, passer par an avec lui, mais bon, il est épanoui, notre fille aussi, et voilà, on est 5 et on est vraiment épanoui. C'est très dur, hein, faut pas. C'est très dur à l'heure actuelle, hein, parce que les frontières sont fermées, on n'arrive pas à voir notre fille qui est à 130 km. Ça fait un an, au mois d'août, on n'a pas vu notre fils et notre fille. Ça va faire un an bientôt. Mais voilà, on l'accepte, voilà. On est là, c'est qu'on l'accepte en tout cas. Mais voilà, mais c'est que du bonheur. Merci Jérôme. Et là-dessus, Amélie, vous pourrez dire 2 mots sur la situation. C'est pareil côté UK, finalement. Nous, il y a juste à traverser la Manche, mais la famille, on ne l'a pas vue depuis un an également avec toute cette situation. Par contre, ce que je peux dire, c'est que pour rien au monde, je regrette d'être en expat. Là-dessus, Amélie, je vous passe la parole et après, nous passerons à Élise. Juste quelques minutes, allez-y. Alors, sur du coup l'expatriation, je pense aussi, enfin sur le vie pro, vie perso, ça dépend aussi beaucoup de la profession. Parce que, comme je disais, bah, moi, c'était sur l'EPR, donc chantier. Qui dit chantier de nucléaire, de centrale nucléaire, dit endroit pas forcément toujours très sexy. Je pense que c'est pas pareil d'être au centre de... Enfin, d'être à Pékin et d'être à Taishan. Donc, il faut, enfin, quand on est sur le chantier près de la centrale nucléaire, donc ici à Bristol, c'est différent parce qu'effectivement, on est dans la ville, c'est ouvert à. Mais c'est très compliqué de dissocier vie personnelle et vie professionnelle. Il y aura forcément, enfin, quelque part, nos collègues deviennent notre famille. Et ça, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais c'est un fait. Donc, moi, je trouve ça très bien parce que du coup, on n'a pas les mêmes relations au travail. Pour avoir connu aussi le bureau en France, à Lyon ou à Paris. Voilà, on est beaucoup plus proche de ses collègues, aussi plus direct. Après, quand il y a des clashs, eh ben, il faut savoir que son collègue, on le reverra le soir sur la base vie en Chine ou on le reverra à côté parce qu'on habite à côté, donc, où nos enfants sont ensemble à l'école. Donc voilà, donc il faut savoir que de toute façon, je pense qu'il est très difficile de dissocier la vie professionnelle de la vie personnelle quand on part en expatriation. Et bon, la preuve aussi, mon mari et moi, on travaillait ensemble. Et voilà, je pense il y a beaucoup de couples aussi qui sont en expatriation et qui travaillent ensemble. Merci beaucoup Amélie. Là-dessus, je ne peux qu'amender dans ce sens puisque je suis en couple également avec un agent EDF qui est également expatrié au Royaume-Uni. Élise, je vous donne 4 minutes pour laisser la place aux questions, pour nous dire un petit mot là-dessus. Ouais. C'est gentil pour les 4 minutes. Je sais qu'on arrive proche de la fin. Merci. Franchement, merci pour ces témoignages parce que j'ai trouvé. Je me mets un petit chronomètre en même temps parce que je sais que j'ai tendance parfois. Merci pour ces témoignages parce que c'est super riche et je vais rebondir là-dessus en premier parce que il y a de tout et je suis en contact avec une collègue chercheuse qui m'a dit
qu'elle adorait aussi, et j'avais aussi adoré l'expression de conseil de famille. Je trouve ça génial. Le conseil de famille, quand on est en expatriation, de toute façon, je pense que c'est la clé, hein, la communication, en fait, parce que sinon, en fait, c'est une cellule. La famille devient d'autant plus un socle. Enfin, c'est vraiment, on est un tout. Et je trouve que l'idée cette métaphore, enfin, c'est même pas une métaphore, c'est ce conseil de famille, je trouve ça important. Il y a l'histoire des collègues qui deviennent la famille. Et ça, en fait, quand on part en expatriation, en fait, il faut se dire qu'on n'a plus notre famille proche. Enfin, on a la famille très proche, mais on n'a plus le reste, on n'a plus les amis. Et en fait, on a une sorte de besoin de liens très forts aussi avec les autres. Donc, ces liens très forts, on va les retrouver où? On va les retrouver au travail ou souvent dans les cercles d'expat. Parce que, par exemple, j'avais que des amis australiens en Australie. Et eux étaient en confort dans leur pays, ils n'avaient pas ce même besoin de lien très, très fort que moi. Donc, c'est souvent au sein du travail ou avec les autres expats, les autres internationaux, qu'il y a cet attachement très fort qu'on va se donner à l'un et l'autre et qui est important finalement pour pouvoir vivre. Oui, bref. Et ensuite, l'histoire de la phase de déprime du compagnon dans le passage aux États-Unis, c'est quelque chose qui est malheureusement fréquent. Et en fait, dans la littérature, il est montré que c'est parfois d'autant plus compliqué pour les hommes, même si la société évolue et que maintenant il y a des femmes qui vont en expatriation et qui emmènent leur mari avec elles. Parfois, ça peut être plus compliqué pour les hommes et peut-être d'autant plus, alors peut-être pas aux États-Unis, mais dans des pays où il y a encore des stéréotypes autour c'est l'homme qui apporte l'argent, qui fait attention à la famille. Et finalement, parfois, on peut souffrir de ces stéréotypes un peu négatifs si on arrive et qu'on n'a pas d'emploi. Qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? J'avais pris plein de notes. Donc, j'aimais bien aussi l'expression de célibataire géographique. Effectivement, il y a différents types d'expatriés. Donc, soit je suis sans emploi et je vais suivre mon compagnon ou ma compagne. J'adapte ma carrière à l'autre, c'est-à-dire je suis et je trouve un emploi, comme ça arrivait à pas mal d'entre vous aussi. Et on trouve tous les deux en même temps. Et sinon, on vit à distance, effectivement, sur des courtes périodes. Je m'étais noté l'exemple de Thomas Pesquet et Anne Mottet. Thomas Pesquet et Anne Mottet, donc sa compagne qui est en Italie, quand lui, il n'est pas dans l'espace, je crois qu'il ne vit même pas dans le même pays. Donc, enfin bref, c'était un exemple un peu connu. Et il y avait quelques exemples spécifiques qui sont intéressants à mettre en avant pour ceux qui veulent partir en tant que célibataires, parce qu'il y en avait quand même dans le sondage. Il faut savoir qu'il y aura peut-être moins cette inertie de la famille. Donc, effectivement, on est plus libre de nos choix. Mais les célibataires que j'ai rencontrés qui partaient en Australie avaient aussi peut-être plus de sentiment de solitude. Surtout si le travail est important. En fait, quand on part en tant que célibataire, du coup, on a moins cette possibilité de créer des liens sociaux. Donc, on a une grande liberté, mais il faut savoir qu'aussi, il y aura peut-être une petite phase de solitude au début qui sera difficile peut-être à passer. Donc, il y a le partenaire et il y a aussi l'adaptation des enfants. Donc, par exemple, voilà, les enfants en Grande-Bretagne, voilà, c'est quelque chose aussi qui est mis en avant. Les enfants qui ne s'adaptent pas à l'école, il y a une bonne raison pour laquelle la famille, c'est le centre le plus important pour aller à l'étranger. Et voilà, et je voulais juste ajouter un dernier truc, c'est sur les couples LGBT. Je trouve que c'est aussi intéressant de s'intéresser aux autres types de dispositions familiales. Il faut savoir qu'en général, ils vont faire 2 demandes de visa différentes. Encore aujourd'hui, en expatriation, un couple qui va partir LGBT, donc qui va partir à l'étranger, plutôt que de se demander le visa en tant que couple, va plutôt avoir tendance à faire 2 demandes différentes, de ne pas travailler dans les mêmes organisations, juste par peur, en fait. On ne sait pas comment le pays va accueillir ça, on ne sait pas. Donc, il y a des situations qui sont très différentes pour d'autres types de couples en expatriation. Voilà, je vais m'arrêter là, ça fait 4 minutes. Merci beaucoup, Élise. C'est passionnant de vous écouter. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet, de toute manière, et c'est bien pour ça que nous avons fait des questions pour avoir l'opinion du public, parce que vous l'avez vu, le sujet est extrêmement large. La littérature sur le sujet est énorme, et du coup, il faut pouvoir nous aider un peu à diriger les propos. Larissa, côté chat, j'ai balayé en parallèle. Je n'ai pas vu de nouvelles questions. Une question qui était passée, on va dire, sur pourquoi êtes-vous parti, qu'est-ce qui vous a poussé à partir. Donc, au vu des différents témoignages, je pense qu'on y a répondu. Est-ce que quelqu'un veut faire remonter une question avant que nous passions à la conclusion? Les animaux. Alors, côté… Oui, Élise,
Vous voulez ajouter un petit mot là-dessus? Parce que côté UK, clairement, les animaux, si vous voulez trouver un logement, c'est très, très compliqué. De même que si vous avez 3 enfants, c'est extrêmement compliqué. Donc, côté animaux, il y a des choses. Question rapide, désolée. Allez-y, Sébastien, posez-la. C'est la question sur les animaux, justement, je crois. Élise, allez-y. Ah, mais moi, en fait, j'ai pas du tout étudié ça, du coup, je sais pas quoi répondre. Non, mais là-dessus, sur les animaux, je pense que c'est vraiment… Jérôme, en Chine, qu'est-ce que ça donne? Il y en a qui viennent avec leurs animaux en Chine, hein, et même là, il y a eu pas longtemps un retour en France avec le chat. Ça coûte par contre plus cher que… mais ça se fait bien. Ça se fait bien. C'est pas… c'est pas un blocage, en fait. Ça se fait bien. Après, je crois que ça dépend avec les entreprises aussi. Exactement. Oui. Exactement. Parce que nous, en Chine, on n'était pas autorisés. Donc, Ah, ça dépend. Et moi, mon collègue, c'est à titre personnel, c'est pas l'entreprise. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, il y a beaucoup de questions. Malheureusement, elles viennent juste d'arriver, donc je n'ai pas pu les prendre en compte avant. Et du coup, j'ai laissé parler plus les speakers exprès parce qu'il n'y avait pas de messages. Donc là, je vais en prendre à la volée. Comment se passent les études quand un enfant passe en études supérieures pendant l'expatriation? Bon, là, on a eu du coup le témoignage de Jérôme qui a pu un peu expliquer, du coup, avec ses 3 enfants, les différents cas de figure. Comment échapper à l'entre-soi qui peut se présenter sur place entre Français? Ah, Élise, là-dessus, vous avez quelque chose justement quand on est loin de la famille, on se regroupe parce qu'on connaît. Un petit mot là-dessus? Mais en fait, c'est marrant, tous les Français que j'ai Pas y rencontrés. échapper. Non, mais en fait, tout le monde me dit oui, ils arrivent en disant je veux pas faire ça, je veux pas faire ça. Mais finalement, c'est pas si mal, c'est pas mauvais en soi. Enfin, c'est important parfois pour la santé mentale parce que c'est long de se faire des relations avec les locaux. Après, il y en a qui arrivent à… Ce que je peux conseiller parfois, un bon moyen, c'est de trouver des copains français qui ont des connaissances dans le pays où on va. Essayer de se renseigner, se mettre en contact avec quelqu'un. Parfois, c'est comme ça qu'on peut arriver dans un groupe d'amis par réseau. Si on n'a pas le réseau, je sais pas, aller dans les bars, aller, on va essayer de participer à des événements, se mettre dans des associations, des clubs de sport. Enfin voilà, mais ça met du temps à arriver. Merci beaucoup. Alors, il me reste 2 minutes parce qu'on doit clôturer. On ne pourra pas prendre toutes les questions. Là-dessus, peut-être qu'à la fin, on pourra rester connecté, mais je veux finir la séquence. Si vraiment il y a des questions, Larissa, est-ce qu'on peut juste laisser connecter? Comme ça, au moins, on libère le créneau de midi, enfin, midi 20 heure UK, excusez-moi, pour ceux qui voulaient partir. Je finirai la séquence et on reste un tout petit peu connecté à la fin pour les questions. Je ne voudrais pas qu'il y ait de frustration là-dessus. Regardez vos téléphones. Je viens de relancer une activité Klaxoon où regardez votre 2e onglet. Là-dessus, c'est vraiment la question, c'est qu'est-ce que avez-vous apprécié cette table ronde? C'est-à-dire le contenu, comment a été fait de l'animation et au-delà de la note, donc vous pouvez mettre des notes, mais ce qui nous intéresse également, ce sont vos commentaires, des mots d'encouragement, des choses que vous auriez voulu voir, des choses qu'on aurait pu améliorer. Voilà, n'hésitez pas parce que c'est vraiment important pour l'amélioration continue. Appuyez sur le bouton valider, bien sûr. Je vais laisser tourner. Je ne vais pas l'arrêter. Comme ça, vous pouvez prendre le temps de finir de noter vos différentes remarques. Et je vais finir un peu sur cette conclusion rapide. Mais ce qu'on a pu voir sur les thèmes des profils d'expatriés, finalement, c'est qu'il n'y a pas un profil type d'expatrié, mais il y en a plusieurs. Donc ça, c'était vraiment intéressant et aussi qui dépendent aussi de la composition familiale. Sur les phases d'une expatriation, vous l'avez vu sur les différents témoignages, il en existe plusieurs et finalement, elles ne sont pas similaires d'un individu à l'autre et suivant le pays où il a été, suivant sa composition familiale. Donc là-dessus encore, c'est vraiment cas par cas. Petit mot sur comment concilier vie pro, vie perso. Moi, ce que je retiens quand même de tous les propos qui ont été dits, c'est la communication. J'ai l'impression que c'est la clé, vous l'avez dit beaucoup. La communication qui est essentielle donc dans la cellule familiale.
également quand on était en couple ou en pré-couple, donc qui était extrêmement importante. Également qu'il y a beaucoup de préparation finalement derrière une expatriation suivant les différents cas. Là-dessus, ce que je voulais dire aussi, c'est vous, cher public, nous vous remercions clairement d'avoir participé activement à cette table ronde. J'espère vraiment que vous aurez pris plaisir à participer à cette table ronde au même titre que nous avons pris plaisir à l'organiser. Je remercie bien évidemment vivement WIN, WIN France, toute l'équipe communication de WIN, toute l'équipe logistique, tout le bureau Île-de-France. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir le site internet WIN qui vous donnera plein d'informations sur l'association. Un énorme merci à Larissa et Samara d'avoir eu cette superbe idée. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est que vous pourrez retrouver, Larissa va vous le mettre dans la barre de chat, une vidéo donc sur la chaîne YouTube de WIN, qui est une interview du docteur Élise Gloiseau, justement, que vous retrouverez animée par Samara sur le sujet. Donc, n'hésitez pas, si le sujet vous a intéressé, à le poursuivre. Bien évidemment, je remercie chaleureusement mes speakers en or. Donc, Élise, Stéphanie, Amélie, Jérôme, un énorme merci de nous avoir partagé vos différentes expériences. Et ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'ils ne sont pas seulement bons dans leur domaine, dans leurs différentes expatriations, ils ont également d'énormes soft skills, comme on dirait en Angleterre. Et à titre personnel, ce sont de très belles rencontres. Donc, vraiment merci. Et encore, bien évidemment, un grand merci à votre participation côté public. Et ce qu'on peut vous dire, c'est à bientôt en France ou ailleurs, tout autour du monde. Prenez soin de vous et de votre famille et je vous souhaite une bonne journée. Et pour ceux qui souhaitent, on reste à l'écran. Merci beaucoup.